Alors, Madame Véronique Fourou-Coët, vous êtes docteur en géographie, vous avez soutenu une thèse en 2007 à Paris 1 sous la direction de Laurent Simon. L'intitulé de votre thèse est sur le paysage, notions théoriques ou outils d'aménagement émergents pour les forêts méditerranéennes en Europe. Et vous travaillez aujourd'hui davantage sur les politiques environnementales en France et plus récemment en Afrique. Parmi les publications récentes, surtout le manuel Géographie de l'environnement, vous êtes co-auteur avec Édouard de Bélisal, Marianne Germaine et Élise Temple-Boyer, paru chez Armand Collin en 2017. Et vous avez aussi participé à la rédaction d'un article dans la revue Éco-Géo en ligne, article intitulé « Corridor contre corridor Nairobi ». Voilà, vous nous proposez aujourd'hui une intervention sur la place de l'économie résidentielle et du tourisme dans les espaces ruraux en France. Merci. Alors, un petit mot d'abord pour vous remercier de votre invitation. Je suis très contente d'être là. Et pour vous dire, donc évidemment, vous voyez que c'est a priori pas mon cœur de cible, le travail sur les espaces, en tout cas sur l'économie résidentielle. Donc j'ai accepté parce qu'en fait j'ai beaucoup participé à la préparation des concours sur les espaces ruraux depuis un an. Et du coup j'ai eu l'occasion de manipuler un peu la bibliographie afférente à ces questions. Ce qui me permet aussi d'emblée de vous dire que j'ai donné à Madame Delforge des éléments de bibliographie, puisque, comme vous allez le voir, ce que je vous présente, c'est plutôt une retranscription, une synthèse de travaux qui ne sont pas les miens. Par définition, je trouve ça le plus honnête et puis logique de vous renvoyer aux sources. Donc vous aurez deux biblios. Une première qui correspond vraiment à ce qui est la présentation que je vais effectuer maintenant, où j'ai fait attention de faire en sorte que tous les documents soient des documents accessibles, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur des documents qui sont bloqués par des portails ou des bases de données avec des barrières. Et puis il y a une bibliographie plus générale, alors là qui pour le coup comprend des titres pas nécessairement accessibles si vous n'avez pas accès à Cairn, mais qui permettent d'embrasser la question plus globale des espaces ruraux, puisque c'est celle que j'avais réalisée pour l'ensemble de la préparation au concours CAPES-Agrég. Donc c'est un travail qui n'est pas propre, qui me semble tout de même intéressant d'interroger cette place renouvelée de l'économie résidentielle dans les espaces ruraux français, parce qu'en fait, de manière générale, cette question nous invite d'une part à envisager la question du renouveau démographique de ces espaces, qui est quand même l'un des éléments centraux lorsqu'on examine aujourd'hui l'évolution des espaces ruraux français. Ça invite également à interroger les modèles de développement de ces espaces ruraux, c'est-à-dire voir combien les espaces ruraux français ne répondent plus à un modèle qui serait un modèle centré sur l'économie agricole, mais combien ils peuvent reposer sur d'autres types d'activités, que ce soit des activités touristiques, ou bien plus généralement les activités de services qui vont accompagner la question de l'économie résidentielle. Donc c'est à la fois une question qui permet d'embrasser les problématiques démographiques des espaces ruraux français, et puis peut-être d'interroger leur multifonctionnalité, ou le renouvellement en tout cas, des formes de développement possibles de ces espaces. Du point de vue des sources, tous ces éléments sont des champs de recherche qui ont été beaucoup explorés ces dernières années par des gens de talent. Donc la plupart des éléments que je vais vous présenter sont issus, tirés ou remaniés de travaux qui ont à la fois porté sur le renouveau démographique. C'est notamment ceux de Pierre Pistre, qui a déjà cité mon collègue tout à l'heure, qui est l'auteur d'une thèse tout à fait remarquable et remarquée sur le renouvellement, les inversions démographiques qu'ont connues les espaces ruraux français dans les dernières années. Je me permets d'insister, c'est une thèse qui est en ligne. Vous pouvez y avoir accès, vous pouvez la lire en intégralité si ça vous passionne, c'est vraiment quelque chose de très accessible. De même, une grosse partie du travail sur l'économie résidentielle va être portée par quelques chercheurs. Laurent Davzy, qui a été cité tout à l'heure, qui est la lisière de l'économie et de la géographie, et puis Magali Talandier, dont la thèse portait sur le modèle de développement, un nouveau modèle de développement des espaces ruraux hors métropolisation, et dont la thèse, qui est un petit peu ancienne, parce qu'elle a une dizaine d'années, est elle aussi disponible. Donc là, de la même manière, vous pouvez trouver des documents accessibles.
Donc voilà pour l'intérêt de la question, dirons-nous. En tous les cas, ces travaux, comme les statistiques récentes, montrent combien les espaces ruraux ont connu des changements majeurs depuis les années 70, tant dans leur dynamique démographique que dans leur structure économique. Et c'est ce sur quoi je vais revenir un tout petit peu maintenant, avec évidemment moins d'ampleur que la précédente présentation, puisque c'est quelque chose de beaucoup plus resserré. Alors, juste simplement avant de commencer, parce que le terme d'économie résidentielle est un terme pour le moins ambigu, je me permets simplement un tout petit point définitionnel, puisque vous allez avoir plusieurs définitions de l'économie résidentielle et des acceptions qui sont relativement différentes. Donc je passe rapidement, mais simplement pour qu'on soit bien au clair. Vous allez avoir plusieurs approches. Une première qui est celle de l'INSEE. Alors, objectivement pas très usité aujourd'hui, puisque l'INSEE, il y a beaucoup de travaux dans les années 2008-2010 sur ces questions, un peu moins par la suite. Mais donc, dans le cadre de l'INSEE, l'économie résidentielle, c'est l'ensemble des activités essentiellement destinées à servir les besoins des populations locales permanentes et des touristes. Donc, on est sur une conception, finalement, de l'économie résidentielle qui réfléchit d'abord en termes d'activité, premièrement, et puis qui va par ailleurs se focaliser finalement sur la destination de ces activités ou la destination des biens produits. Donc ce qui est une première acception. Cette acception n'est pas celle de l'auteur, des auteurs dominants, de ceux qui vont s'inscrire dans le cadre de ce qu'on appelle la théorie de la base, donc Laurent Davzy, Magali Talandier et dans une moindre mesure Bernard Becker, pour qui, là, on va avoir une considération de la base résidentielle qui est un petit peu différente et qui mérite un tout petit peu de détails. Donc, si on essaye d'éclaircir rapidement la manière dont vont travailler ces auteurs, en revisitant donc, ce qu'on appelle la théorie de la base, ils vont expliquer finalement comment les territoires, et en l'occurrence les territoires ruraux, peuvent capter un certain nombre de revenus qui ont été engendrés ça c'est logique. Donc comment ces espaces, et notamment ces espaces ruraux, enfin, par quel type de biais ces espaces ruraux vont rapatrier de l'argent. Et donc, ils vont distinguer 4 sources possibles, donc qu'a déjà évoqué M. Lescureux. La base productive, qui a longtemps été considérée comme la base principale, c'est-à-dire que vous produisez un bien, vous le vendez à l'extérieur, vous récupérez l'argent, donc vous captez de l'argent qui vient de l'extérieur en ayant vendu un bien. Ça, c'est la première source, et c'est celle qui a longtemps prédominé dans les approches finalement économiques en tout cas dans la perception de la richesse des territoires. Un territoire était riche parce qu'il produisait du bien qui lui permettait de récupérer de l'argent. Vous allez avoir ensuite ce qu'il distingue comme étant la base publique et la base sanitaire et sociale. Je n'y reviens pas, mon collègue les a déjà évoqués. Derrière la base publique, on va mettre notamment les traitements des fonctionnaires, par exemple. Ça pourrait se discuter pour plein de manières, hein, on est bien d'accord, mais voilà, on va mettre cette question-là. Et puis pour ce qui est de la base sanitaire et sociale, ça va regrouper toutes les formes d'allocations, de minima sociaux, de transferts sociaux. Et puis, vous allez avoir ce que Davzy, Talandier ou Becker appellent la base résidentielle. Derrière cette base résidentielle, ils vont faire regrouper les revenus captés par les territoires grâce à leurs atouts résidentiels. Ça va correspondre du coup à ce qu'on appelle les salaires rapatriés au lieu de domicile par les migrants alternants. Vous travaillez à Paris, vous vivez dans le sud de l'Oise, et ben, vous allez rapatrier des revenus qui ont été engendrés ailleurs. Donc vous allez dépenser votre argent là où vous habitez, parce que c'est là où vous faites des courses, c'est là où... Bon, et à côté de ça, cet argent a été produit à un autre endroit. De même, vous allez avoir une partie de la base résidentielle qui repose dans leur lecture sur les retraites, c'est-à-dire le fait de dire vous avez travaillé toute votre vie à Marseille, vous prenez votre retraite dans les Hautes-Alpes, même chose,
on peut considérer que c'est une forme de transfert d'argent, en tout cas de déplacement d'un revenu qui a été engendré à un endroit donné et qui va finalement trouver une forme de dépense. On peut discuter, hein, mais voilà, qui va trouver un lieu de dépense à un autre endroit. Et puis, toujours dans cette catégorie de la base résidentielle, Delzy, Talandier et Baker vont faire rentrer tous les revenus qui sont liés à l'activité touristique. Vous travaillez à un endroit donné dans la semaine, durant le week-end, vous allez ailleurs et vous allez dépenser l'argent que vous avez gagné durant la semaine dans cet ailleurs. Et bien, c'est une autre manière de déplacer finalement des fonds. Donc ça, c'est l'économie résidentielle telle qu'elle va être appréhendée par Delzy, Talandier et Baker. Et vous voyez que c'est effectivement une lecture qui mérite énormément de discussion sur plein de points. Ne serait-ce que, par exemple, sur la manière dont on va compter la base productive, enfin peu importe, mais qui mérite énormément de discussion, mais qui pour autant va du coup présenter de manière centrale, va inviter à réfléchir sur la manière dont les espaces ruraux peuvent récupérer, capter, bénéficier de revenus sur la base de choix de dépenses individuelles, hein, on est bien d'accord, vous choisissez de partir en week-end ou de prendre votre retraite ou d'aller habiter, c'est des choix individuels, et ça renvoie à ce que disait tout à l'heure mon collègue sur la question de est-ce qu'on est dans des politiques d'aménagement du territoire ou est-ce qu'on est finalement dans des transferts qui échappent complètement aux politiques, c'est une vraie question. Et donc, la manière dont ces revenus vont être captés par les espaces ruraux. Et donc, dans leur lecture, ce qui est intéressant, c'est de voir combien ils expriment l'idée d'un basculement de ces espaces ruraux, d'une base, pour beaucoup d'espaces ruraux, l'idée d'un basculement de la base productive privée vers une base résidentielle. Donc un changement de modèle de développement, en disant finalement les espaces ruraux sont aujourd'hui, pour certains d'entre eux, dynamiques, voire très dynamiques. À quoi cela tient-il? Peut-être pas à ce qu'on pourrait attendre, peut-être pas nécessairement à de la production faite sur place et destinée à... Donc ça, c'est la définition grossièrement exprimée par moi, on s'entend, donc grossièrement exprimée par moi de la théorie de la base et de la place qui va être donnée à l'économie résidentielle dans ces travaux, de la définition qui va en être donnée. Je fais juste une toute petite nuance. Vous allez avoir une dernière manière de voir les choses, alors qui n'est pas forcément la plus développée, mais simplement pour être vraiment rigoureux, vous allez avoir aussi des approches qui vont davantage se focaliser sur ce qu'on appelle l'économie présentielle. L'économie présentielle, c'est notamment toute une approche qui a été développée par Christophe Terrier au moment où il travaillait sur les questions de tourisme, et donc assez logiquement sur l'idée d'une saisonnalité de la présence sur un certain nombre de lieux, avec cette idée que le nombre d'habitants ne reflète pas nécessairement la présence sur place. Et donc vous avez ici l'une des séries de cartes qui avait été tirée des travaux effectués pour le ministère du Tourisme au début des années 2000, en 2006. Donc multiplication de cartes en anamorphose qui montrait en fait, qui déformait les départements en fonction de la présence, du rapport entre la présence des touristes et puis la population initialement attendue, et avec du coup des formes de saisonnalité assez visibles, c'est-à-dire que durant les mois d'hiver, vous allez avoir les départements de montagne qui vont considérablement gonfler parce que la présence par rapport au nombre d'habitants augmente de manière importante. Et puis, durant les mois d'été, vous voyez que c'est le littoral qui, d'un seul coup, se déforme complètement. Bon, donc ça, ce qui est intéressant, c'est que c'est une analyse qui est plus fine, non pas sur la question de la résidence au sens d'un habitat permanent, mais on s'inscrit vraiment dans un travail sur le tourisme et sur une analyse détaillée du tourisme dans ces espaces ruraux. Donc vous voyez bien qu'en fait les travaux de Terrier, ils seraient inclus dans ce qu'on appelle le résidentiel chez Delzy, Talandier ou Baker. Voilà, c'est juste pour histoire de nuancer, mais parce que parfois on voit les deux termes cohabiter, en réalité c'est pas exactement les mêmes approches, donc voilà, c'était juste pour préciser, c'est quelques points. Donc
En tous les cas, ce qui ressort de ce petit travail de définition, c'est que, manifestement, ça intéresse beaucoup de gens, puisque vous voyez qu'il y a quand même déjà plusieurs courants qui en tout cas se sont beaucoup torturés sur la question. Et puis la deuxième chose, c'est que ça renvoie quand même, ça intéresse beaucoup de monde, parce que ça renvoie en effet à des flux qui sont des flux extrêmement importants dans les dernières années, ce qui va nous permettre d'arriver au petit 2 sur les espaces ruraux français et leur attractivité retrouvée. Alors, j'avais annoncé parler à la fois du tourisme et des questions résidentielles. Je vais passer relativement rapidement sur le tourisme, mais simplement quelques mots pour évoquer la structuration progressive d'une forme assumée de tourisme rural. Alors j'en prendrai deux exemples. Premier exemple, c'est la multiplication de ce qu'on appelle les parcs naturels régionaux. Pourquoi ça me semble intéressant? Parce qu'en fait, vous avez vraiment deux temporalités dans l'émergence de ces structures qui, je vous le rappelle, sont censées promouvoir le développement. Alors initialement, c'était promouvoir le développement des espaces ruraux fragiles quand on crée la structure du parc naturel régional dans les années en 67. Et puis progressivement, la notion de fragilité disparaît un petit peu. Mais ce qu'il faut bien retenir, c'est que dans la plupart des cas, chaque PNR aura ensuite sa lecture de son propre territoire, mais dans la plupart des cas, les PNR sont là dans une optique de développement. Ce n'est pas une optique de stérilisation de l'espace ou de protection dure de l'environnement, pas du tout. Il y a vraiment, de manière quasi systématique, un projet de développement autour d'un projet, autour en tout cas d'une dimension touristique. Et donc, ce qui me semblait intéressant autour de ces PNR, c'est de noter deux choses. C'est d'abord que vous allez avoir un vrai moment dans les années 70 où les PNR vont se mettre en place et où on va voir émerger des initiatives autour de cette idée d'un tourisme rural spécifique. Et puis, voir aussi que ce type de démarche, il a connu ensuite un regain d'intérêt à partir de la fin des années 2000, à un moment où toutes les questions de territoire de projet et les transferts de compétences aidant, on a eu une vraie mobilisation de la part des acteurs locaux autour de ce type de démarche, et bien souvent en leur accordant une dimension touristique importante. Je dirais aussi que de manière plus générale, plus la France est urbaine, plus elle est, j'allais dire, l'espace rural peut avoir du sens d'un point de vue touristique, puisque le tourisme, par définition, c'est s'évader des lieux du quotidien. Plus vous êtes dans un espace qui est fondamentalement urbain, plus le rural peut apparaître comme un espace de rupture avec ce quotidien. Ça contribue aussi à ça. Et puis, dernier point, vous allez aussi avoir une formalisation progressive de cette question du tourisme rural qui me semble intéressante. Formalisation à la fois de la part des chercheurs scientifiques et notamment avec énormément de subdivisions et de cheveux coupés en 4, en 12 ou en 25 pour savoir ce qu'est l'écotourisme ou le tourisme rural ou le tourisme vert, en tout cas beaucoup de subdivisions qui ont animé en partie le monde académique, mais avec aussi, et c'est ça qui me semble important, une préoccupation de plus en plus forte de la part des acteurs touristiques et des acteurs institutionnels. Je vous en ai mis deux exemples. Alors, autour de la question des acteurs au sens touristique, au sens large, en tout cas, on peut évoquer notamment les travaux qui avaient été menés, enfin, les acteurs touristiques, mais disons les acteurs institutionnels, autour de l'OCDE sur cette définition du tourisme rural. Et puis, vous avez aujourd'hui, par exemple, depuis 2 ans, dans le cadre de la réflexion politique, la mise en place de pôles éco-touristiques qui sont censés être des instances officielles de réflexion sur ce tourisme rural, ou en tout cas sur la spécificité d'un tourisme rural. Au final, ce qui me semble important, c'est de noter combien, du coup, on a une structuration, j'allais dire, explicite du tourisme rural au fil du temps en France. Donc
On n'est pas simplement sur un tourisme dans l'espace rural, on est sur un tourisme qui de plus en plus va se revendiquer comme tel, qui va véritablement jouer sur la carte du territoire, et en tout cas insister sur les caractéristiques propres du territoire. Et puis, éventuellement, le connecter aussi à d'autres types de production, à d'autres types d'activités. Et je vous renvoie de ce point de vue-là aux travaux de Bernard Pecker sur ce qu'il appelle le panier de biens, et sur l'idée que finalement on va pouvoir penser ensemble, structurer ensemble tout un ensemble de productions, tout un ensemble de biens et services autour d'un territoire. Et dans ce cas-là, l'émergence d'un tourisme rural qui se revendique comme tel, qui est associé à un territoire, elle va contribuer très fort. Enfin, cette association d'acteurs et de biens et de services va contribuer au développement de ces activités. Un dernier chiffre, donc le tourisme rural, le tourisme dans son ensemble, pour les statistiques que j'ai trouvées, on est autour de 150 milliards d'euros en France, donc sur l'ensemble des dépenses touristiques, et on estime que des pratiques qui sont des pratiques expressément, très largement rurales, comme par exemple la fréquentation des chemins de grande randonnée, c'est à peu près 2 milliards, 2,5 milliards d'euros. Alors, je ne sais pas comment les chiffres sont calculés, c'est des chiffres officiels, mais je ne sais pas comment ils comptabilisent la manière dont le tourisme à vélo ou les sentiers de grande randonnée génèrent ce type de chiffres. Ce que je trouve intéressant, c'est quand même l'ordre de grandeur. Et se dire qu'on a des ordres de grandeur qui sont aussi importants pour ce type de pratique, c'est à mon sens l'indicateur en tout cas d'un développement très clair de l'activité touristique, et puis donc touristique rurale et revendiquée comme telle, et dont entendu qu'ensuite on trouvera des formes de diversité dans ces pratiques. Vous avez ici un découpage par exemple qui avait été effectué du Massif central par Laurent Guyotor dans les années 2006 sur les différents types de tourisme qu'on pouvait voir s'y développer dans une région extrêmement largement rurale. On voyait bien déjà apparaître une diversité des pratiques possibles. Donc, en gros, si je résume le premier temps, cette deuxième partie, du point de vue du tourisme rural, il y a clairement une forme de définition progressive, j'allais dire vraiment dans le sens conceptuel du terme, et il y a manifestement aussi une clientèle qui prend de plus en plus, qui participe de plus en plus, en tout cas qui utilise de plus en plus ces espaces à des fins récréatives. Du point de vue du renouveau démographique de plus long terme, j'allais dire, maintenant, si on sort des pratiques touristiques, là aussi, on est dans une dynamique qui est une dynamique très clairement à la hausse. Donc c'est là aussi le terme de renouveau qui avait été employé, qu'on emploie fréquemment, qui a été employé notamment par Pierre Pistre, ou le terme de renaissance, tel qu'il avait été utilisé par Kaiser, pour le coup, apparaît tout à fait juste, et de plus en plus juste, puisque vous savez que pendant longtemps, il y a eu une forme de cohabitation entre une lecture très négative des campagnes et une lecture très positive de leur évolution démographique. Là, pour le coup, les dernières années ont plutôt été dans le sens très clairement de ce renouveau. Alors, je vous mets deux types de manières de décompter cette augmentation. Premier type, vous le retrouvez ici avec des cartes qui sont des cartes tirées de l'INSEE, donc qui mesurent l'augmentation des densités. C'est intéressant parce que du coup, ça renvoie quand même à ce qu'est le rural et ce qu'est l'urbain. Et à partir du moment où vous avez des densités qui augmentent très fortement, on peut se demander jusqu'à quel point on reste dans l'espace rural. Évidemment pas sur tous, mais pour beaucoup. Avec du coup des cartes qui mettent en évidence, pour la carte, pour les deux, donc vous avez la carte de la variation annuelle de la densité de population 82-2011 qui est située à droite, et puis ensuite qui va être décomposée entre les variations, le solde migratoire qui est la carte du centre, et le solde naturel qui apparaît sur la carte de gauche. Ce qu'on relève de manière générale, c'est cette augmentation et le fait que la dimension migratoire va être
un élément central, notamment pour la hausse et pour le renouveau de ces espaces ruraux, ce que montre la carte du centre. On voit vraiment combien, en tout cas sur la période 82-2011, on a un rôle central on observe un rôle central de ce solde migratoire dans la compréhension de ces dynamiques. On peut le comptabiliser autrement, et c'est ce qu'a fait Pierre Pistre dans le cadre de sa thèse, donc pas en évoquant l'évolution des densités, mais en travaillant sur l'évolution de la population de manière absolue, enfin en nombre de population, et avec du coup là des cartes qui portent uniquement sur l'évolution migratoire. Donc vous avez ici le résumé, en tout cas une planche qui est extraite de sa thèse, et qui vous montre le renversement migratoire qui est observable entre les années 68, c'est là où on vieillit, 68, et la dernière tranche du dernier recensement qu'il analysait, donc 99-2007. Sur ces différentes périodes intersensitaires, ce que montrent clairement les cartes, c'est véritablement l'émergence dès les années 60, en tout cas à la fin des années 60, de dynamiques positives dans les campagnes des villes. Si vous regardez autour de Paris, vous voyez bien que dès les années 60, on a déjà ce gros cercle rouge qui montre bien que là, la population augmente, cercle qui s'élargit de manière assez conséquente. Et puis, ce qui est intéressant et ce qui renvoie à des dynamiques plus actuelles, combien ensuite cette dynamique positive des espaces ruraux, elle va gagner les espaces littoraux et les espaces qu'on pourrait qualifier de résidentiels au sens large, en tout cas les espaces qui vont notamment être des espaces d'implantation de retraités, donc le grand sud-ouest de la France et puis le sud-est également. Et puis combien, dans les toutes dernières années, on va pouvoir observer, alors là peut-être pas avec le degré de finesse de la carte là, en tout cas pas sans zoomer, mais ce qu'il observe, c'est combien dans les dernières années, ce renouveau démographique va gagner des espaces isolés. Et notamment combien on va pouvoir voir hors influence des villes, si on s'en tient à la définition du zonage en aire urbaine de l'INSEE, des espaces qui ponctuellement vont regagner de la population. Ce qui par endroit correspond à des espaces inclus dans les bassins de vie hyper-ruraux, ce qui par endroit correspond à des espaces hors influence des pôles, ponctuellement vont regagner de la population. Ça, c'est le... Voilà. Donc, globalement, ce que traduit cette carte, alors on est bien d'accord que là, c'est pas l'évolution générale, c'est l'évolution migratoire, mais de manière générale, c'est un renversement des dynamiques en termes de solde migratoire, et plus largement encore, on va observer du coup une reprise de population au sens le plus large, puisque le nombre de communes métropolitaines en évolution positive, donc le nombre de communes de la métropole qui va gagner de la part, les communes gagnant de la population dans la métropole ne cessent d'augmenter depuis les années 60, fin de l'exode rural, début des années 70, et puis on atteint au recensement de population de 2007, celui qui clôt en fait cette carte, plus de 75% des communes qui gagnent de la population. Donc évidemment, on fait 75% de communes, vous voyez bien qu'il y en a forcément qui sont des communes rurales. Et donc, par le solde migratoire, ponctué par endroits ou assorti par endroits d'une croissance naturelle qui va accompagner ce solde migratoire, on observe une reprise, donc une reprise générale de la population, et des communes rurales qui, dans leur ensemble, ne perdent plus de population, donc dans leur ensemble, depuis 30 ans, même si ensuite, les dynamiques locales, et mon collègue l'a bien dit tout à l'heure, vont être extrêmement variables. Donc globalement, on a à la fin de l'exode rural la reprise de la population, de la croissance de la population dans les espaces ruraux, dans la pratique, une diversité de situations. Juste avant de conclure ce panorama général, donc la thèse de Pierre Pistre, elle remonte à 2012, donc ce grand panorama sur le renouveau de l'espace rural. Vous avez eu l'an dernier des travaux complémentaires, en tout cas des travaux postérieurs qui ont été publiés par l'INSEE, qui sont intéressants parce qu'ils permettent d'évoquer un très léger tassement de cette dynamique. Et donc je pense que c'est important aussi de se dire qu'on n'est pas dans une sorte d'explosion du rural généralisé.
Vous avez ici donc, des travaux qui ont été menés par l'INSEE sur la période 2006-2016, et notamment donc, 2006, 2011 et 2011-2016. Travaux qui sont intéressants à deux titres, à mon avis. D'abord parce qu'ils réfléchissent en termes de PCI, et je crois que du coup ça dit bien quand même l'évolution générale et de la statistique et de la manière dont sont perçus ces espaces. Et puis la deuxième chose, c'est que vous voyez quand même une différence entre la période 2006-2011, qui correspond à la carte du centre, où on a effectivement des EPCI qui très globalement sont dans des évolutions positives. On voit bien que sur la période 2011-2016, donc la plus récente, ça se retasse un peu. Et que du coup, on a quand même des espaces qui sont des espaces ruraux qui ont gagné un petit peu de population, qui peuvent, pour un certain nombre d'entre eux, connaître une forme de tassement. Donc, voilà. Simplement pour nuancer l'idée d'une reprise qui serait une reprise généralisée et continue. Il y a manifestement une reprise, il y a manifestement un renouveau démographique des campagnes. Après, sur l'hétérogénéité géographique, il faut en être bien conscient, de même qu'il faut être très conscient des formes de soubresauts qui peuvent exister, et donc, en l'occurrence sur ces toutes dernières années. Donc, la population reprend. Elle reprend de manière très différenciée, également parce que on va avoir en fait des dynamiques migratoires derrière lesquelles se cachent des acteurs très différents. Donc derrière lesquels se cachent des acteurs très différents, je vous ai pris un exemple, là aussi tiré de la thèse de Pierre Pistre, auquel il faudra triplement rendre hommage. Donc thèse de Pierre Pistre, dans laquelle il fait tout un travail de décomposition. Est-ce que finalement il y a des logiques sociales, est-ce qu'il y a des logiques d'âge? Et donc, notamment dans les logiques d'âge, on voit très bien que se dessinent des trajectoires migratoires qui sont des trajectoires très différentes. Vous avez ici donc deux classes d'âge qui ont été analysées, les classes d'âge 15-35 et la classe d'âge 55-75. Donc pour les migrations de proximité et pour les migrations de longue distance. Donc sur les migrations de proximité, c'est situé à gauche, la carte de gauche. Et pour les migrations longue distance, c'est-à-dire au-delà de l'ancien département de résidence, c'est la carte de droite. Ce qui est intéressant, c'est de voir d'abord que les migrations de proximité sont essentiellement des migrations de jeunes. Alors c'est pas révolutionnaire, mais maintenant c'est prouvé statistiquement. Donc c'est des migrations de populations plutôt jeunes qui correspondent en fait au départ vers les campagnes des villes, vers le périurbain très éloigné, sur lesquels d'autres s'apesantiront, j'imagine. Et puis, ce qui est intéressant, c'est de voir que sur les populations de retraités, là, on va avoir des dynamiques et sur les migrations longue distance, on va avoir des migrations longue distance qui sont plutôt portées par les retraités, donc par les 55-75 ans, à la fois depuis l'intérieur du pays et puis depuis l'étranger. J'insiste, alors la carte est un peu trompeuse parce que de l'étranger ça vient forcément du Royaume-Uni, là manifestement, c'est quand même pas tout à fait ça, mais néanmoins c'est vrai que la question des Britanniques est une vraie question et que vous avez en tout cas beaucoup de travaux sur ce point-là. Évidemment, ils ne viennent pas tous de Jersey, Guernesey ou du sud de l'Angleterre, mais par contre ce qui est vrai c'est qu'ils ont une vraie dynamique en ce sens. En tous les cas, ce que ça montre, me semble-t-il, c'est qu'on a derrière un renouveau finalement affiché, des dynamiques qui sont très différenciées dans l'espace, dans les classes d'âge concernées, et puis dans les motivations. Alors, autres travaux de recherche qui avaient porté sur ces questions-là un petit peu plus tôt, les travaux de Yannick Sanstébé et Denis Lépicier, qui avaient mis en évidence à la fois des trajectoires individuelles et des trajectoires spatiales et des trajectoires individuelles extrêmement variées derrière ce renouveau démographique perçu de manière très, très globale. Alors évidemment là c'est tout petit, mais bon, c'est une carte c'est un document qui est un peu ancien et qui est notamment ancien pour une simple et bonne raison, c'est que les espaces à dominante rurale, tout ça c'est des chiffres qui sont plus utilisés. En revanche, ce qui me semblait intéressant, c'était quand même de voir qu'on avait des dynamiques qui allaient dans des sens multiples. Et puis, ce qui me semble, pour le coup, toujours d'actualité, c'est les effets ou les éléments de compréhension des profils migratoires qui étaient mis en évidence, en insistant sur le fait que vous avez ce qu'ils appellent un effet cycle de vie, qui correspond par exemple à la justification de beaucoup de départs vers le périurbain,
un effet de préservation qui correspond finalement à un départ des populations relativement fragiles pour retrouver des situations ou une localisation plus favorable et économiquement plus viable. Ce qu'ils appelaient un effet de néo-ruralité, donc dans des démarches, sont des démarches de projet éventuellement un peu alternatifs, en tous les cas différents, ou des effets de génération qui renvoyaient plutôt aux questions du départ des retraités. Mais donc derrière ça, l'idée de quelque chose de relativement hétérogène derrière cette idée d'un renouveau démographique qui serait généralisé. Idée que portent aussi les travaux de Pierre Pistre. Alors lui, dans sa thèse, il va proposer une forme de typologie récente de ces campagnes et mettre en évidence à la fois la diversité de leur composition, la diversité de leur dynamique entre les campagnes des villes, entre ces campagnes ce qu'il appelle les campagnes productives et puis les campagnes résidentielles. En tous les cas, on voit bien qu'on a quelque chose qui renvoie à une hétérogénéité qu'il ne faudrait pas masquer. Alors je ne sais pas si ça répond à la question de la fragmentation qui est posée par les programmes, ça c'est autre chose, mais en tous les cas, une diversité de situations, ça oui, très clairement. On a vraiment une diversité importante. Je conclus cette première partie en interrogeant un instant l'éventuelle correspondance entre les fréquentations touristiques et les dynamiques résidentielles. On a parlé du développement touristique, on a parlé du renouveau démographique. Vous avez un certain nombre de travaux qui ont cherché à interroger des éventuelles correspondances. En gros, est-ce qu'on s'installe là où on a été passer ses vacances? Est-ce qu'on va passer ses vacances dans son futur chez soi? Les résultats ne sont pas forcément extrêmement probants. Vous allez avoir, par exemple, des travaux qui ont été menés à l'échelle nationale sur la fréquentation touristique et les soldes migratoires. C'est des travaux un peu anciens là aussi, hein, c'est les années 2000, enfin 90-2000. Mais on peut avoir l'impression de quelque chose qui correspondrait assez bien quand on se place à toute petite échelle. Quand on est à plus grande échelle, ça se discute beaucoup plus. Et vous avez notamment des travaux qui ont été menés sur les Britanniques. Et par exemple sur l'implantation des Britanniques dans la région Poitou-Charentes, qui montre bien que les Britanniques partent en vacances sur le littoral. Par contre, lorsqu'ils s'installent, ils ne s'installent pas sur le littoral. Et donc, on a vraiment des situations qui peuvent être très différentes. Voilà, donc, globalement, oui, et donc, oui, là c'est les Britanniques, mais voilà. Mais en tous les cas, ce qui est intéressant, c'est de voir, bon, globalement, il y a quand même cette idée que les espaces ruraux qui vont être privilégiés comme destination résidentielle sont des espaces qui présentent un certain nombre d'aménités et un certain nombre de services, et que, généralement, enfin, en tout cas, ça peut recouper un certain nombre de préoccupations du touriste qui, a priori, voilà. Donc, il y a évidemment des formes de correspondance. Après, ce n'est pas des correspondances absolues. Il faudrait se garder de dire que toute destination touristique est nécessairement à terme une destination résidentielle. Voilà. Donc, au final, on voit bien qu'on a des géographies qui sont des géographies en partie correspondantes, mais en tous les cas pas complètement identiques, et avec tout un ensemble de travaux, de statistiques menés à différentes échelles qui permettent quand même de conclure qu'on se place sur le point de vue, qu'on se place sur le plan démographique ou qu'on se place sur la question de l'économie résidentielle. On a véritablement cette idée d'une importance croissante de ces questions dans la compréhension des espaces ruraux. Ce qui nous amène au troisième point, la place de l'économie résidentielle au sens strict dans les territoires ruraux français. Alors, en insistant tout d'abord sur le fait que ce qu'on évoquait tout à l'heure, les différentes bases décomposées par Davzy et Talandier vont être très inégalement réparties sur le territoire. Donc vous voyez ici la représentation des bases productives, sociales, publiques et des bases résidentielles. Vous voyez que les bases résidentielles, elles vont être extrêmement importantes pour certains bassins de vie. J'attire votre attention sur le fait que, par exemple, dans les régions des Alpes, par exemple, ou en Corse,
vous allez avoir parfois jusqu'à 60% de la base qui correspond à de la base résidentielle. Plus de 60% de la base qui correspond à de la base résidentielle, ce qui signifie à la fois que le territoire capte beaucoup dans la perspective de Davy et Talandier par le biais de ces transferts résidentiels, ce qui signifie aussi, en retour, éventuellement une forte dépendance, notamment aux flux touristiques. Et avec du coup toutes les questions que ça peut poser sur les fragilités éventuelles de ces territoires. Donc, des bases qui sont très inégalement réparties sur le territoire, des bases résidentielles qui vont du coup accorder beaucoup de place aux régions, ou en tout cas faire apparaître de manière très saillante la question des espaces touristiques. Il faut faire attention quand même dans cette cartographie, c'est une cartographie en pourcentage, et donc il faudrait quand même garder à l'esprit que, par exemple, dans le cas de l'Île-de-France ou des régions bordières de l'Île-de-France, vous allez avoir un pourcentage de base résidentielle qui n'est pas forcément énorme, mais en revanche, en quantité, vous avez des sommes énormes qui sont brassées autour de cette question-là, parce que le périurbain, parce que le rural sous influence des villes, va être un rural où la base résidentielle va être en réalité très importante par le biais des navetteurs. Donc c'est évidemment, faut garder ça à l'esprit. Derrière cette décomposition, ce que mettent en évidence, ou ce que cherchent à démontrer Davy et Talandier, c'est le fait que vous allez avoir une forme de captation de revenus extérieurs aux espaces ruraux qui se ferait au bénéfice de l'économie locale et au bénéfice de ces espaces ruraux, constituant du coup une nouvelle forme de développement pour ces espaces, donc avec une multifonctionnalité à forte connotation résidentielle qui, in fine, déboucherait sur une forme de reconnaissance, ou en tout cas une forme de développement associé à ces rentrées d'argent. Donc c'est un élément qui est plutôt... qui a beaucoup nourri les discussions publiques dans ces dernières années. C'est quelque chose qui a été beaucoup discuté aussi médiatiquement. Ce qui me semble intéressant, c'est de ne pas s'intéresser, de ne pas se limiter à cette idée d'un transfert des régions productives vers les régions résidentielles, mais d'interroger, comme le fait Magali Talandier, j'allais dire le deuxième étage de la fusée. Ce qu'elle met très bien en évidence dans ses derniers travaux, notamment dans ceux qu'elle a effectués avec Valérie Joussaume, c'est le fait que, certes, une région peut capter, et un espace rural peut capter de l'argent depuis d'autres régions productives, par le biais de cette base résidentielle. Pour autant, ça ne bénéficiera à ces espaces ruraux que si, et seulement si, ils disposent sur place de services, d'activités permettant de les dépenser et permettant de nourrir l'économie locale. Autrement dit, c'est bien de capter de l'argent, mais le tout, c'est de faire en sorte qu'ensuite cet argent circule dans l'espace local. Et donc, ce que met en avant Magali Talandier, ce que mettent en avant Magali Talandier et Valérie Joussaume, c'est la très grande importance dans ce deuxième étage de la fusée de ce qu'elles appellent les équipements du quotidien et la place qu'ils vont jouer dans le développement de ces espaces ruraux et dans la capacité in fine de ces espaces ruraux à capter des revenus ou à obtenir des formes de vie. Et dans ce contexte-là, alors ce qui est intéressant, c'est qu'elles ont du coup mené tout un travail sur lequel je ne m'appesantis pas ici, mais qui est vraiment un travail super intéressant sur la manière dont sont répartis les équipements du quotidien en France en partant de la base, c'est-à-dire non pas en partant des villes, ou des grosses villes, mais vraiment en ayant une réflexion à l'inverse sur quels sont les équipements dont on dispose partout, vraiment partout. Est-ce qu'ils sont nombreux, est-ce qu'ils sont divers, et donc remonter ensuite la hiérarchie urbaine. Là, ce que montre cette carte, et c'est un tout petit peu, c'est rapidement brossé, c'est simplement le fait qu'elles ont mis en évidence une petite corrélation, pas nécessairement complètement avérée, entre une surreprésentation par rapport à ce qu'on aurait pu attendre d'équipements du quotidien et la présence d'activités touristiques. En tout cas, une géographie de zones qui sont plus équipées que d'autres ou plus équipées que ce qu'on pourrait attendre et qui correspondent pour partie à la géographie du tourisme, géographie littorale et de montagne. Donc,
Là encore, ce n'est pas des liens entre résidentiel et touristique qui sont des liens absolument prouvés, mais qui laissent quand même entendre que le tourisme va participer aussi à cette présence et à ce maintien des équipements du quotidien. Donc, au final de cette troisième partie, on a effectivement l'idée d'un renouveau d'un renouveau démographique et d'un renouveau résidentiel qui peuvent contribuer, dans une certaine limite, à des formes de développement, ou en tout cas à des formes de développement nouvelles, en partie nouvelles, mais en tout cas formalisées, entre les espaces urbains et les espaces ruraux, avec malgré tout un certain nombre d'enjeux locaux sur lesquels je vais passer extrêmement rapidement. Donc, premier enjeu local, on vient de l'évoquer, le fait que c'est très bien d'évoquer des transferts à petite échelle, mais il faudra quand même se poser un moment la question de comment est structurée l'offre de biens et de services localement. Je passe sur toutes les limites qu'on pourrait avoir sur la théorie de la base de manière plus générale. Donc, la question de la localisation de ces équipements du quotidien, qui est une question à part entière, bien évidemment. Pour m'appesantir un tout petit instant sur la question des conséquences de cette diversité des renouveaux démographiques et de la gentrification telle qu'elle avait été évoquée par mes collègues précédemment. Donc vous savez que le terme de gentrification, on l'utilise évidemment spontanément pour l'urbain, pour évoquer les rénovations qui vont s'accompagner d'évictions de population dans les quartiers populaires. Le terme a été employé, ou en tout cas a été mobilisé d'abord dans les travaux anglo-saxons, puis dans les travaux récents sur un certain nombre de régions françaises, et mettent en évidence finalement les tensions locales, enfin à la fois les enrichissements et les tensions locales que peuvent engendrer ces renouveaux démographiques divers. Alors, l'une des thèses qui a le plus porté cette idée, en mettant beaucoup de guillemets, la question de la gentrification rurale, notamment avec l'idée qu'il n'y a pas nécessairement éviction, contrairement à ce qu'on peut trouver dans les espaces urbains, c'est plus des formes de coexistence que d'éviction à proprement parler. Donc la thèse qui a beaucoup porté sur cette question et qui fait vraiment un point sur ça, c'est celle de Greta Tomasi sur le plateau de Millevaches, qu'avait évoqué mon collègue. Donc, vous avez ici à la fois quelques points sur les lieux d'études et puis surtout sur les dynamiques démographiques de ce plateau de Millevaches. Et ce qu'elle met en évidence, c'est au travers de ses entretiens et au travers de ses travaux, à la fois la coexistence nouvelle de populations qui sont très différentes, avec des néo-ruraux qui sont arrivés dans les années 70, puis une nouvelle vague de néo-ruraux à partir des années 90-2000, et surtout la coexistence de groupes dont les motivations, les rapports à l'environnement, les rapports au territoire peuvent être localement très différents, avec ponctuellement des formes d'intérêt commun, et puis avec aussi des formes d'opposition. Alors ce qui était intéressant, c'était il y a tout un pan de son travail qui montre par exemple toute une lecture de l'environnement qui est celle des néo-ruraux, qui ne correspond pas nécessairement à celle des anciennement présents. Et notamment, elle a tout un travail sur l'architecture des gens qui réinvestissent les espaces ruraux. Donc vous voyez ici les différentes maisons typiques de certains types de néo-ruraux. Donc vous avez le petit panneau freelance, vous avez une valorisation du jardin qui n'est pas du tout la même que celle qu'on peut observer parmi les populations qui sont présentes depuis plus longtemps. Et puis vous avez toute une reprise architecturale qui est intéressante aussi, puisqu'elle montre que par exemple quand on arrive, systématiquement les gens ils cassent les murs pour faire des fenêtres. Parce que c'est pas la même représentation, parce qu'il faut être ouvert sur la campagne, parce que voilà, avec des représentations ça va se nicher, voilà, mais c'est intéressant. Et donc avec à la fois des formes de convergence, des néo-ruraux et des anciens qui vont se retrouver dans certaines associations, et puis des formes d'opposition aussi. Ce qu'on peut retrouver par exemple, alors ça ne se voit pas bien du tout là pour le coup, mais elle montrait un exemple que je trouvais très chouette sur des photos qui étaient d'un tag Stop Sapin sur le plateau de Millevaches et qui mettait en évidence, ça me renvoie à ma thèse, des regards très très contrastés sur le paysage rural, avec des ruraux qui voient le sapin comme une solution à la déprise rurale, une forme de modalité de mise en valeur du territoire tout à fait légitime, et puis des néo-ruraux qui vont dire c'est moche,
c'est évidemment des choses qui peuvent apparaître pas naturelles ou en tout cas très géométriques, rébarbatives, une forme de fermeture, et donc avec des conflits qui peuvent sembler assez anecdotiques, mais qui en l'occurrence sur le plateau de Millevaches se soldent depuis maintenant 6 ou 7 ans par des affrontements politiques assez forts en fait entre les néo-ruraux et les municipalités en place. Dernier point. Non, même pas. On arrête alors. Donc juste simplement pour conclure, vous le voyez, l'idée c'était vraiment d'insister sur le fait qu'on a des espaces qui sont des espaces en restructuration démographique, en restructuration d'activité, avec effectivement une multifonctionnalité qui devient de plus en plus apparente, avec aussi une diversification des profils qu'il faut évidemment garder à l'esprit et vraiment ne pas en ressortir avec l'idée d'un espace rural complètement homogène. On est loin de cette perspective-là. Merci beaucoup Alain pour cette présentation qui est très riche. Donc j'insiste sur le fait que la bibliographie sera à disposition puisque vous faites référence très souvent à des travaux de géographes. Et on mettra cette bibliographie en ligne. Est-ce que, on va prendre 5 minutes, pas plutôt les échanges, est-ce que certains veulent réagir et puis ensuite on laissera la place à M. Samuel Depraz. J'avais une question vraiment toute bête. Vous avez analysé une carte sur la localisation des équipements du quotidien avec des corrélations sur le tourisme. Question vraiment basique. Que sont les équipements du quotidien qui sont désignés dans ces travaux? Alors, très bonne question. En fait, vous avez une liste d'équipements du quotidien qui a été désignée par l'INSEE, qui est disponible dans la publication. Donc ça va être des choses vraiment très très quotidiennes. Vous allez avoir du quotidien, le bout de la... Donc il y a à la fois du public et du service marchand et du service non marchand. Ça va aller de la boulangerie au maçon, à la plomberie, voilà. La liste complète est donnée dans la publication. Ce qui est intéressant aussi dans leur travail, alors c'est un peu plus marginal, mais il y a aussi toute une réflexion sur sur des équipements du quotidien qui sont des équipements mobiles, c'est-à-dire en fait, par exemple, le plombier, c'est un équipement du quotidien qui est susceptible de bouger, et les équipements qui sont des équipements fixes. Et puis la dernière chose, si on reste juste sur cette question des équipements du quotidien, et qui me semble être en fait l'apport principal de leur travail, c'est le fait qu'en termes de densité d'équipements du quotidien, les espaces ruraux sont globalement pas si mal lotis. De densité, c'est-à-dire que vous pouvez trouver un boulanger dans l'espace rural assez facilement, vous pouvez trouver... voilà. En revanche, et évidemment là c'est logique aussi, ce qui fait la différence avec l'espace urbain, c'est la question de la diversité. Et dès qu'on rentre dans une logique de diversité, là on voit dans les cartes réapparaître la question de la hiérarchie urbaine. Oui, bonjour, une question très concrète aussi. Vous avez évoqué le renouveau démographique dans certains espaces ruraux, en vous appuyant sur la place de Pierre-Pistre. Et vous avez précisé que même dans certains espaces hors influence des villes, il y avait un certain renouveau démographique. Est-ce que vous avez des exemples concrets de ces espaces? Des noms de communes, là tout de suite, maintenant, non. Après, pour le coup, si vous voulez vraiment trouver des exemples qui vous soient propres, moi je me suis lâchement défaussée auprès de mes étudiants quand ils m'ont posé la question similaire, et je leur ai dit d'aller regarder sur Géoclip, parce que vous avez vraiment la possibilité de faire ce type de démarche sur un espace rural qui vous... Voilà. Donc là, tout de suite maintenant, j'ai pas une commune en tête, mais par contre, ça se trouve assez facilement si vous voyez le truc.